Rebonjour à tous. Donc, nous allons appeler nos jeunes réservistes, Mandy, Christophe, Benjamin, Laure, Pierre et Audrey, qui sont dans la salle. Venez, venez. Et vous pourrez donc leur poser des questions pendant leurs interventions. Grâce à Wizambly, je crois que vous avez compris la manip. Je vous en prie, allez-y. Allez-y, asseyez-vous, évidemment. Vous avez les micros devant vous. Donc très simplement, je vais commencer par Pierre. Est-ce que Pierre, vous pouvez nous raconter déjà qui vous êtes dans le civil et pourquoi vous vous êtes engagé dans l'armée de l'air en tant que réserviste? Donc, rapidement, pour commencer, donc dans le civil, je suis un ancien psychologue qui s'est reconverti dans le sport. Et mon travail, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens sur le plan physique et psychique. Et je suis actuellement en train de monter une société, de créer une société en CrossFit. Alors, je sais que ça ne parle pas à tout le monde. Globalement, sport santé, on va dire. Et donc, l'armée, je l'ai découvert à l'âge de 15 ans, puisque j'étais élève à l'école des pupilles de l'air de Grenoble, l'armée de l'air, donc. Et ensuite, je me suis engagé comme réserviste militaire du rang fusilier commando, donc la protection défense des bases aériennes sur la base de Cazaux en 2008, formation initiale en 2008. Et je suis ensuite passé officier instructeur au centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air il y a 5 ans. Donc ma mission aujourd'hui, c'est de former les futurs réservistes, jeunes réservistes, sur leur parcours initial, formation initiale. Très bien, merci beaucoup. Passons donc à Audrey pour la Marine nationale. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey. Donc dans le civil, je suis chargée de communication. Et au niveau de la réserve, je suis affectée au Fort de Vincennes, à l'APER Paris, l'antenne pour l'emploi des réservistes de Paris. Je m'occupe notamment de la prospection de réservistes sur des postes de réserve très variés, certains sensibles. Et je m'occupe également de tout ce qui est communication, recrutement, rayonnement. La semaine dernière, j'étais à Strasbourg pour justement faire découvrir la réserve à des jeunes de la région. J'ai découvert la réserve donc suite à une JDC, par hasard, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour le concept qui me permettait donc d'avoir une vie professionnelle et en même temps de pouvoir avoir une vie militaire, de pouvoir concilier ces deux passions. Alors, le coup de cœur pour la JDC, c'était pour l'intervenant JDC ou c'était pour la JDC en elle-même? Pour la teneur donc, du contenu de l'intervenant JDC. Voilà. Très bien, merci. Benjamin, maintenant pour donc, la réserve cyber, qui est donc une réserve spécialisée. Et peu d'entre nous, j'imagine ici, savent de quoi il s'agit. Donc Benjamin, merci de bien vouloir nous éclairer. Dans la vie civile, moi je suis consultant en cybersécurité. Donc dans ma vie quotidienne, en fait, j'interviens sur des problématiques de sécurité, donc avec une entreprise qui sous-traite une bonne partie pour l'État, mais aussi pour d'autres entreprises, des grosses entreprises, des plus petites entreprises. On intervient vraiment sur différents niveaux. Et donc mon activité au quotidien, c'est tout simplement de protéger les infrastructures de toutes les agressions extérieures qui peuvent provenir de l'étranger ou de l'intérieur, tout simplement, de virus. Donc, vous avez entendu parler de beaucoup d'entreprises qui ont été paralysées par ce qu'on appelle des ransomware. Donc tout ça, c'est mon travail au quotidien d'assurer donc cette protection des entreprises et donc de la donnée de l'entreprise qui reste réellement le pouvoir financier des entreprises, tout simplement. Donc mon engagement en tant que réserviste, il a été très simple, c'est que je suis passé par l'université pour faire mes formations en tant qu'informaticien. Peu d'entre vous doivent connaître ma formation qui est une MIAGE, donc un diplôme qui est extrêmement ancien et qui a su s'adapter en informatique aux évolutions de la problématique de notre métier. Et tout simplement, j'ai toujours voulu rendre à l'État français et donc à mon pays ce qui m'avait apporté au niveau informatique et pouvoir faire contribuer maintenant mes connaissances au pays pour assurer sa protection et répondre aux mêmes problématiques auxquelles je réponds dans ma vie d'entreprise au quotidien. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche de candidater auprès de la réserve cyber ou est-ce que c'est la réserve cyber qui vous a repéré et qui vous a proposé de la rejoindre?
Alors non, j'ai pas été repéré par la réserve cyber, c'est moi qui me suis engagé de moi-même, en ayant entendu parler par le biais des réseaux sociaux de cette création du CRPOC. D'accord, merci. Passons maintenant à Mandy, donc pour la gendarmerie. Donc, je m'appelle Mandy, je suis étudiante en commerce international. Je suis brigadier de réserve au sein de la gendarmerie nationale. Mes missions au quotidien au sein de la réserve, c'est la lutte anti-cambriolage, la surveillance générale, la lutte immigration clandestine, notamment sur les voies ferrées, donc au sein de gares. Désormais, on nous trouve aussi sur certaines lignes dans les TER. Et au-delà de ça, les manifestations sportives, l'encadrement et la police route. Très bien. Alors, j'allais dire Irma, pardon, mais c'est parce que Mandy, vous avez participé à la mission Irma. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, en septembre 2017, j'ai eu l'honneur et l'opportunité de faire partie de la première compagnie de réserve territoriale déployée sur l'île de Saint-Martin, dévastée suite à l'ouragan Irma sur l'île. Ce fut une expérience enrichissante sur le point de vue humain. Ça m'a permis de mettre en application tout ce que je faisais au quotidien dans ma région, en renfort brigade. Donc l'appliquer sur un territoire inconnu, sur un territoire dévasté avec une population en peine. Et les missions principales à Saint-Martin étaient la protection des biens et des personnes sur l'île. Très bien, merci beaucoup Mandy. Donc Laure, pour l'armée de terre. Tout à fait, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Laure. Dans la vie civile, je suis directrice régionale dans le commerce. Et au sein de la réserve, je suis donc sergent de réserve au sein du 24e régiment d'infanterie. Alors moi par contre, je ne connaissais pas du tout l'existence de la réserve jusqu'à ce que malheureusement... De patrouilleurs, plus particulièrement, donc tout ce qui concerne le 17 police secours, donc les appels d'urgence. Voilà. Très bien. Alors, la question, Christophe, c'est donc vous êtes policier municipal et en même temps réserviste dans la réserve civile de la police nationale. Est-ce que vous avez le même type de mission ou c'est différent? Alors non, pas du tout. Hein. Donc on n'a pas du tout les mêmes missions. Hein. Pour ce qui me concerne, en tout cas la police municipale, on dépend donc déjà on dépend de monsieur le maire. Et après non, c'est très. Je m'occupe du moins plus, en tout cas, de ce qui est la commune en elle-même, tout ce qui est des écoles, contrôle routier et autres. Non, on est assez limité dans nos missions. Donc non, rien à voir avec la nationale. Très bien, merci. Alors, j'ai vu un commentaire que je n'ai pas affiché, mais quelqu'un a effectivement remarqué que Christophe était dans le clip qui est passé en introduction. Donc bravo. Je vais revenir sur Pierre, tout au fond. Alors, Pierre, est-ce que le fait d'être préparateur physique a facilité l'engagement dans la réserve et notamment la formation initiale? Sur le plan des capacités physiques, Oui. c'est pas indispensable du tout pour être réserviste. Moi, ça m'a permis d'être opérationnel sur la première fonction que j'avais, c'est-à-dire fusilier commando, protéger une base aérienne. Donc oui, c'était un plus. Mais comme je le disais avant, j'étais psychologue à la base, donc je sais pas forcément. J'ai toujours été passionné de sport, mais ça n'a pas été mon outil principal pour persévérer et pour rentrer dans la réserve. Non. Donc vous diriez, pour être réserviste aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'être un sportif exceptionnel ou être en bonne condition physique, c'est déjà suffisant? Être en bonne condition physique, c'est un plus. Mais je pense que toutes les missions qui sont proposées aujourd'hui aux réservistes permettent de servir le pays sans distinction de capacité physique. C'est ce que j'ai pu observer, en tout cas, dans l'armée de l'air, oui. Très bien, merci. Et je pose la question à Benjamin. Est-ce que Benjamin, pour entrer dans la réserve cyber, vous avez dû passer des examens physiques ou c'est davantage concentré sur votre spécialité qui est l'informatique? Alors effectivement, pour entrer dans la réserve de cyberdéfense, physiquement, on n'a pas besoin d'avoir d'énormes capacités. Étant donné notre activité, on n'est pas les profils les plus sportifs.
bien que d'un point de vue santé générale, il vaut mieux rester en bonne santé, je le précise. Plus sérieusement, il n'y a pas non plus besoin d'avoir de connaissances spécifiques en informatique, puisqu'on accueille beaucoup d'étudiants au sein du CRPOC. Il faut avoir des notions d'informatique, être au moins étudiant en informatique. Il n'y a pas besoin d'avoir une très grande spécialité ou d'être vraiment très spécialisé dans ce domaine, parce que le domaine de l'informatique, c'est tout ce qui touche au niveau infrastructure, et après on remonte sur des choses qui sont un peu plus techniques, sur de l'analyse de logiciels ou des choses comme ça. Mais initialement, on a besoin vraiment de tout le monde en informatique. S'il y a besoin de reconstruire une infrastructure, on aura besoin de personnes qui savent tout simplement câbler, et après de personnes plus spécialisées. J'en profite en parlant donc des spécialités pour poser la question à Audrey. Donc la générale Fougera parlait des réservistes spécialistes. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une réserviste spécialiste du fait de vos compétences en RH? Oui, c'est vrai qu'on peut apporter un éclairage un peu plus spécialisé par une formation civile qui se complète avec les formations militaires, donc des militaires d'active. Donc c'est effectivement un plus qui peut être intéressant pour notre employeur civil comme militaire. Très bien, merci. Alors, je vois une question qui est apparue donc, de la part de la salle. Donc, c'est une question pour Mandy. Les réservistes déployés sur Irma étaient uniquement des volontaires? Oui, un appel à volontaires a été lancé sur notre plateforme Minotaur, et c'est suite à cet appel à volontaires qui a été lancé que les réservistes se sont positionnés. Très bien. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de volontaires? Est-ce qu'au sein de vos camarades réservistes, vous avez été nombreux à candidater? Si je ne me trompe pas, au niveau national, on était plus de 800 à postuler. Et après, au-delà de ça, dans ma région, je ne sais pas vraiment combien nous étions de réservistes. D'accord, merci. Ben, je vois encore une autre question. Donc, pardon, je ne l'ai pas affiché, vous voyez. Donc, c'est pour Christophe. Christophe, dans le clip, il est mentionné que tu es aussi ex-ADS, donc adjoint de sécurité SEXA. C'est la question. Alors oui, donc je ne l'ai pas mentionné, pardonnez-moi, durant ma présentation. Donc effectivement, je suis donc aujourd'hui réserviste auprès de la police nationale, du fait que j'étais ex-ADS, donc adjoint de sécurité, durant 5 ans, 5 ans et demi précisément. Et donc il me semble aussi que c'est le fait d'avoir été pendant 5 ans dans la police, donc en tant qu'ADS, que ça a amené ensuite votre engagement aujourd'hui dans la réserve civile. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, s'il vous plaît? Oui, c'est exact. Alors, ce qui s'est passé donc après la fin de mon contrat, j'ai été contacté 2 ans après, à savoir si j'étais intéressé pour effectuer des missions de réserviste pour la police nationale. Je ne vous cache pas que je ne connaissais pas du tout la réserve civile. J'ai appris, je me suis renseigné et je me suis dit oui, pourquoi pas, et puis je me suis volontairement, je me suis dit oui. Très bien, merci. C'est vrai que si la garde nationale a effectivement besoin d'être connue, c'est également le cas de la réserve civile de la police qui monte en puissance. Une question pour Laure. Donc Laure, je voulais savoir, donc effectivement on pourrait se dire, Laure, sergent dans l'armée de terre, servant dans Sentinelle, est-ce que ça a été difficile d'arriver dans la réserve en tant que femme pendant peut-être la formation initiale ou pendant les missions où vous avez été intégrée très facilement? Non, je ne pense pas qu'il y ait une difficulté particulière. Après, je pense que le caractère joue beaucoup aussi, où on montre simplement en fait notre volontariat, notre envie, et à partir de ce moment-là, on est vraiment une unité. Donc, je ne pense pas qu'il y ait sincèrement de différence. En tout cas, moi, je ne l'ai pas perçu entre les hommes et les femmes, et je n'ai pas eu de difficulté à intégrer la réserve par rapport à ça. Aucunement, en tout cas. Très bien. En tant que sergent, donc chef de groupe, vous êtes amené à commander des hommes et des femmes pendant vos missions, on est bien d'accord? Tout à fait. Après, moi, c'est vrai que mon travail civil m'aide aussi beaucoup par rapport à ça, puisque je manage quand même un certain nombre de personnes dans mon travail au quotidien. Mais tout à fait, chef de groupe au sein de la réserve amène à commander des hommes, bien sûr. Merci. Alors, encore une question pour Benjamin, décidément. Benjamin, comment les entreprises de cybersécurité peuvent-elles participer à la réserve? Alors ça, c'est une excellente question. Comment les entreprises de cybersécurité peuvent participer à la réserve?
Bien, tout simplement parce que les agressions entre le civil et le militaire sont exactement les mêmes. Lorsque vous avez une attaque sur des équipements dans le civil ou une attaque sur des équipements militaires, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est la puissance d'un État qui va attaquer un autre État. Je suppose que nul ici n'est dupe et se doute qu'actuellement, la prochaine guerre mondiale qu'il y aura sera celle du numérique, dans laquelle nous sommes déjà peut-être les deux pieds dedans. Je vous laisse faire référence aux différents articles et aux différents papiers qui sont dans la presse, qui sont assez proches de la réalité, même si ils ne montrent pas la face émergée de l'iceberg. Dans le civil, on a la capacité en fait à avoir un petit peu plus de temps et de réactivité, car on est tous professionnels de l'informatique, on est tous passionnés par notre métier en général. Lorsqu'on travaille dans la cybersécurité, on n'y va pas par hasard. Et donc, on passe énormément de temps à travailler sur des problématiques de sécurité, justement. Lorsqu'il y a une attaque, il y a beaucoup de forums qui en parlent. On essaie de reproduire les attaques, on essaie de reconstruire les environnements sur des postes virtuels qui nous permettent après, justement, d'essayer de graduer une réponse technique. Et donc, avec notre travail en civil, donc là, par exemple, je travaille sur des entreprises qui ont des grosses infrastructures qui peuvent s'apparenter à des infrastructures de l'armée. On a justement des attaques qui vont être sur ces équipements et qui vont permettre à nous de tester nos réponses. Parce qu'en collaboration justement avec les entreprises, parfois on nous laisse effectuer des tests pour voir si les équipements tout simplement résistent, et régulièrement on effectue des tests avec les entreprises qui sont les plus aguerries et qui sont les plus sensibles à cette problématique de cybersécurité. Donc en fait c'est un peu un apport qui est double entre l'armée et entre tout ce qu'on voit dans le civil. Quoi qu'il en soit, l'espace numérique, il n'y a pas de distinction de civil ou d'armée dedans. Tout le monde est vulnérable. Vous avez tous ici des téléphones portables, donc vous êtes tous potentiellement une victime d'une cyberattaque. Voilà. Une cyberattaque qui, espérons, n'arrivera pas par Wizambly. Voilà. Merci Benjamin. Une question encore pour Pierre, que je vais afficher. Comment vos employeurs voient-ils cet engagement au sein de la garde nationale ? J'ai jamais eu d'employeur de ma vie à part l'armée de l'air. Je suis auto-entrepreneur depuis toujours. J'ai eu des clients qui sont apparentés à des employeurs, on va dire. Et ça a toujours été un problème. J'ai toujours dû faire un choix. J'ai toujours fait mes périodes de réserve sur mes vacances. Ça a toujours été un problème et j'ai toujours dû négocier ma possibilité de partir en mission de réserve. Donc, dans un premier temps, c'était un job étudiant, donc ça allait très bien. Mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler, je suis frustré de ne pas pouvoir m'investir plus dans la réserve. Très bien. C'est une bonne transition sur le fait, donc on a Mandy qui est encore étudiante. Ça marche, pardon. Comment on négocie justement cette transition entre la vie étudiante, où par définition on a le temps, et en particulier l'été pour les formations, et quand on entre dans la vie active, peut-être Audrey? Oui, alors c'est vrai que concilier une vie professionnelle avec un engagement de réserve assez fort, qui peut aller de 30, 40 à plus de jours, c'est assez compliqué, même s'il y a de nombreuses mesures qui sont mises en place maintenant, des partenariats avec des entreprises. Néanmoins, il y a encore beaucoup trop de réservistes clandestins, comme on dit, dont les employeurs ne connaissent pas l'engagement. Mais voilà, moi je sais que personnellement, j'ai presque pris le parti de choisir mes employeurs en fonction de la liberté qu'ils me laissaient pour faire de la réserve. Mais ce n'est pas voilà, une possibilité qui est ouverte à tout le monde. Donc c'est quelque chose qui devient forcément plus difficile quand en plus on a une vie familiale qui se rajoute, etc. Mais bon, en général, c'est la force de l'engagement qui permet de trouver les mots justes avec les employeurs. Et je crois qu'on parle de plus en plus de la garde nationale, donc quelque chose voilà, de positif maintenant pour éventuellement permettre à tous les réservistes de faire un nombre minimal de jours par an. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à peu près à combien de jours par an ? En moyenne, 35-40. Très bien. Merci. La même question pour Laure ? Alors moi, je sacrifie clairement toutes mes vacances, tous mes week-ends. J'ai la chance d'avoir un statut qui me permet d'avoir des RTT, des récupérations. Je suis aussi maman d'un petit garçon, donc ça m'oblige à concilier ces trois vies, on va dire. Mais de ce fait, je peux monter facilement jusqu'à 60, voire plus de jours.
Mais c'est vrai que c'est sur mon temps personnel. Ma société est au courant de mon engagement au sein de la réserve. En est d'ailleurs fière, en tout cas je pense, et c'est ce qu'ils me disent. Cependant, je ne prends pas de jour spécifiquement pour ça, parce que je ne veux pas que ça influe non plus sur mon travail, sur lequel ils m'attendent aussi parallèlement à ça. Mais j'arrive quand même à concilier beaucoup de jours pour la réserve, mais au détriment de vacances ou autres. Voilà. Alors justement, on me dit dans l'oreillette que Marionneau n'est pas encore signataire de la convention de soutien. Pas encore, Voilà. j'en ai parlé récemment d'ailleurs au RH, mais pas encore, non, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une question pour vous. Laure, comment faire accepter à ton employeur, pas du tout lié aux armées, ton engagement dans la réserve? Donc, comment ça s'est passé, par exemple, pour Marionneau? Alors moi, quand je suis rentrée dans la réserve, j'étais déjà dans cette société-là. Donc j'ai été très transparente avec eux en leur disant, en tout cas en leur faisant part de mon souhait d'intégrer la réserve. Et à partir du moment où ça n'influe pas et ça ne porte pas préjudice à mes objectifs que je peux avoir parallèlement et qui est tout à fait normal, ils n'y ont vu aucun objectif et ils ont été très curieux parce qu'il me semble, sans dire de bêtises, que je suis la seule réserviste de cette société qui pourtant a de très nombreux salariés. Donc voilà. Une autre question que j'affiche qui est liée. Mon employeur ne connaît rien à la réserve, a besoin de comprendre cet engagement et le cadre légal. Vers qui puis-je me diriger, le diriger? Déjà, vous, en tant que réserviste, vous êtes une première source d'information. Et est-ce que, donc dans le cadre de Marionneau, est-ce qu'ils ont demandé d'autres informations? Non, ils n'ont pas demandé d'informations. Ils se sont renseignés vraiment, mais c'était plus pour de la curiosité qu'autre chose. Mais non, ils ne m'ont demandé aucun document ou aucun renseignement complémentaire. Très bien, merci. Christophe, une question pour vous. Quelles sont vos ambitions au sein de la réserve? Alors moi, mes ambitions, donc elles sont très très simples. Donc en tant que ex-ADS, j'ai persévéré en tout cas du moins pour obtenir le concours de gardien de la paix, ce qui me permet en tant que réserviste civil donc de la police nationale, c'est d'avoir toujours un pied du moins dans la nationale, malgré que je sois municipal aujourd'hui. Et du fait de travailler mon concours, que j'ai malheureusement échoué, du moins, pour vraiment intégrer... pour moi, la réserve civile, c'est d'avant tout, de prouver mes qualités et du fait que j'aimerais obtenir, en tout cas, le concours de gardien dans un premier temps et d'évoluer au sein de la police nationale. Mais voilà, réserviste, pour moi, je le considère comme une étape, vraiment, pour que je puisse avancer dans la vie. Merci. Mandy, une question un peu piège, puisque vous êtes encore étudiante, mais la question c'est, que vous apporte professionnellement votre engagement dans la réserve? Donc pour vous, ça serait plus, qu'est-ce que cet engagement dans la réserve de la gendarmerie aujourd'hui pourrait potentiellement vous apporter en tant que future active? Grâce à mes missions dans la réserve, j'ai acquis beaucoup plus de confiance en moi, l'esprit d'initiative et le travail en équipe que j'ai appris au sein de la réserve, notamment avec les anciens d'actifs qui m'ont beaucoup apporté et m'apportent toujours beaucoup. Donc oui, je pense que d'un point de vue professionnel, ça pourrait s'appliquer au niveau travail en équipe, initiative et puis l'adaptation aussi, puisqu'il faut savoir s'adapter au sein de nos missions et on ne se laisse pas perturber par un imprévu ou quelconque. Très bien, merci. Une question pour tout le monde. C'est vrai qu'on peut se dire, je veux m'engager dans la garde nationale, mais comment se fait le choix de l'arme par les réservistes? Comment vous vous êtes dit, je rejoins l'armée de l'air, je rejoins l'armée de terre, je rejoins la police, la gendarmerie? Donc peut-être pour Pierre, au fond, qu'est-ce qui a motivé ce choix de l'armée de l'air? J'étais au lycée militaire de l'armée de l'air, donc c'est vrai. J'ai pas été très curieux, on va dire. Et Audrey? Pourquoi la marine? J'ai toujours eu une fascination pour les bateaux, les bâtiments, les différentes missions. Voilà. Bon, la cyber. Alors nous, c'est un peu particulier parce que comme on est un petit peu transverse, donc comme je disais tout à l'heure, l'espace numérique, il n'a pas réellement de frontières.
C'est tout simplement notre centre de rattachement qui décide de l'arme dans laquelle on va être employé en fonction des besoins. D'accord. Je vais juste redonner le micro à Audrey, parce qu'on a une question dans la salle encore. Audrey, un réserviste dans la marine issu du civil, a-t-il des opportunités d'embarquer? Alors oui, c'est possible. Dans l'idéal, on lui conseille plutôt de faire un VOA, donc d'actif pendant 1 an. Donc VOA? VOA, volontaire aspirant, et plutôt de développer donc des compétences embarquées qui sont bien particulières, comme chef de quart, etc. C'est possible, hein, il y a des réservistes embarqués, il y a des réservistes à terre, donc la possibilité existe. D'accord. Revenons donc à Mandy. Comment le choix de la gendarmerie s'est-il fait? Donc, j'ai toujours été attirée par les forces de l'ordre. Ça a commencé par les pompiers, ensuite la police. Et puis, mon grand-père était militaire, donc il m'a fait baigner dans le milieu militaire. Et pour allier police et côté militaire, j'ai trouvé la gendarmerie. Et avant de... C'est un bon Et résumé. avant de passer le concours sous-officier, je voulais avoir une idée concrète de ce que représentait le métier de gendarme. Donc j'ai intégré la réserve opérationnelle de la gendarmerie pour être au contact des actifs et du métier. Donc quelque part, cet engagement dans la réserve, c'est peut-être une façon de voir ce que c'est avant d'envisager un engagement dans l'active. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Oui, c'était comme ça que je le voyais. Et puis ensuite, j'ai découvert le commerce international qui me plaît énormément et qui est aussi une branche d'avenir, je pense. Donc pour moi, à l'avenir, ce serait plutôt de concilier les deux, le commerce international, et garder surtout mon engagement dans la réserve, dans la gendarmerie. C'est très clair, merci. Donc Laure, la même question? Alors moi, c'était plus par rapport à ma famille, parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père et des cousins à moi étaient tous dans l'armée de terre et notamment dans l'infanterie. Donc le choix était tout dirigé pour moi et il n'en était... Enfin, c'était tout tracé et je voulais vraiment être dans l'armée de terre et idéalement dans l'infanterie. Voilà. Très bien, merci. Et Christophe, bon, on a la réponse, mais je vous laisse quand même nous la rappeler. Vous avez été... Ex-ADS, c'est ça? C'est ça. Et vous avez été appelé par la réserve civile. Tout à fait, c'est ça, oui. Très bien. Beaucoup de questions, on ne peut pas toutes les afficher. Peut-être, ce qu'on peut vous demander, c'est quel est votre niveau d'études aujourd'hui. On a peut-être l'impression que c'est uniquement des diplômés de master qui peuvent entrer dans la réserve, mais vous allez, je pense, en témoignant que ce n'est pas le cas. Donc, peut-être en repartant de Pierre. Moi, j'ai fait 2 masters, un en psychologie et un en sciences du sport. Donc merci, je merci correspond beaucoup pas Pierre, du tout à la merci. description. Alors j'ai également 2 masters, donc un en histoire de l'art et un en RH. Bon, cyber. Oui, donc moi j'ai un master en méthode, en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Et moi, je suis à Bac+3, donc actuellement étudiante en licence professionnelle métier du commerce international. Très bien. Mais Mandy, vous vous êtes engagée, attention, vous êtes engagée juste après le bac, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, sur la même année du bac, j'ai fait mon dossier pour intégrer la réserve et tout s'est enchaîné, le bac, la réserve et ainsi de suite. Très bien. Laure? Alors moi, j'ai pas de master. J'ai une licence et j'ai un DE, un diplôme d'état de professorat de danse, donc ce qui équivaut à un niveau Bac+3. Cependant, bon nombre de réservistes de chez nous n'ont pas forcément de niveau d'études supérieur au bac ou pas d'ailleurs le brevet et s'en sortent brillamment au sein de notre régiment, bien au contraire. Et de ce fait, il ne faut pas que ce soit du tout bloquant. Et bien au contraire, il y en a vraiment pour tous les niveaux d'études. Je trouve que c'est aussi une force de la réserve qu'on a aujourd'hui. Alors me concernant, effectivement, je n'ai ni le bac ni de master. Mon niveau d'études CAP et BEP dans le bâtiment, donc absolument rien à voir avec la police. D'accord. Non, mais ce qui était effectivement, merci à nos doubles masters du fond d'avoir brisé notre démonstration, c'est que cette condition de diplôme n'est pas indispensable pour intégrer la réserve. À partir de 17 ans, et que
pour la plupart d'entre vous, vous l'avez fait pendant vos études et vous continuez vos carrières maintenant, aujourd'hui. Merci beaucoup à vous 6 pour vos témoignages. J'ai vu un commentaire vraiment sympa qui s'est affiché, que je ne vois plus, mais qui est merci à nos 6 réservistes pour leur témoignage rafraîchissant. Les rafraîchissements, ce sera après. Et merci parce que c'est vrai d'être venu. Je sais que ce n'est pas facile devant plus de 400 personnes ici de raconter cet engagement. Donc merci de l'avoir fait et vous pouvez chaleureusement les applaudir.